Bon, donc on va commencer la feuille 5. Donc on va commencer par exercice 1. Donc on se donne un oméga, donc un ouvert borné de R2, comme d'habitude, des frontières gamma, Lipschitzienne SC1 par morceau, Lipschitzienne SC1. Donc c'est pour formule de Green. On se donne une fonction f qui est L2 sur oméga et la fonction g qui est L2 de gamma. Et on considère le problème, donc déterminer U tel que moins Laplacien U égale F dans oméga avec les conditions de type Neumann homogène. Donc, du sur dn sur gamma. Donc, on va d'abord montrer que si ce problème-là admet une solution, alors on a la relation de compatibilité, donc ça veut dire que l'intégrale sur oméga de f égale à moins intégrale sur gamma de g. Donc là, pour démontrer ça, bon. On a que U appartient, on a écrit la formulation variationnelle, donc ça veut dire que on multiplie l'équation par une fonction test qui appartient à H1 oméga, et ensuite on fait l'intégration par partie et on obtient la formulation suivante, donc déterminer U qui appartient à H1 oméga tel que pour toute fonction V qui appartient à la même espace, H1 oméga, l'intégrale sur oméga de grade U scalaire grade V de x égale oméga de f fois V plus le terme qui vient d'intégration par partie, donc l'intégrale sur les bords de GV ds. Donc là, vous avez une formulation variationnelle. Donc là, on ne s'occupe pas pour l'instant d'existence de la solution. En fait, la solution existe, mais elle n'est pas unique. Si on cherche la solution dans l'espace H1 oméga, et on prend une fonction test dans H1 oméga parce que la forme linéaire n'est pas coercive. Mais on va d'abord répondre à la question 1. Donc, on va prendre égale 1. Donc, ou n'importe quelle fonction constante. Donc, dans ces cas-là, gradient de V est égal à 0. Et on obtient que 0 est égal à l'intégrale sur oméga f
dx plus l'intégrale sur gamma de g ds. Donc, on obtient la condition de compatibilité. Donc, ça veut dire que l'intégrale sur f et sur oméga df dx est égale à moins l'intégrale sur gamma de g ds. Donc, ça veut dire que pour que la solution existe, il faut que l'intégrale, enfin, que la condition de compatibilité soit satisfaite. Donc, pour la question 2, donc il faut, on va montrer que notre problème 1 admet une solution unique dans l'espace V qui contient les fonctions qui sont H1 à moyenne nulle, donc telle que l'intégrale de U sur oméga de X est égale à 0. Donc, dans cet espace, on va introduire la formulation variationnelle. Donc, déterminer U dans l'espace V tel que pour toute fonction V qui appartient au même espace. Bah, on a exactement la même chose. Donc, l'intégrale de grade U scalaire grade V de x est égale à l'intégrale sur oméga de fv de x plus l'intégrale sur gamma gv ds. Donc, on va définir notre forme bilinéaire et notre forme linéaire L. Donc, AUV est égal juste à l'intégrale de grade U scalaire grade V de x et la forme linéaire L de V est égale à l'intégrale sur oméga de fv plus l'intégrale sur gamma de g v ds. Donc, bien sûr, évidemment, quand on écrit ici l'intégrale de g fois v, ça signifie qu'on intègre g fois la trace de v sur les bords. Mais on utilise la même notation. Donc, la forme linéaire L est continue. Bah, il n'y a rien à démontrer. Et ensuite, on va s'occuper de la forme bilinéaire A. Donc, d'abord, on va étudier la continuité, donc la forme bilinéaire A appliquée à U et V. Ça, c'est égal par définition à l'intégrale sur oméga de grade U scalaire grade V. Donc là, on peut dire tout de suite que c'est inférieur ou égal à la norme U H1 fois la norme V H1. Ensuite, donc ça veut dire que A est continu. Et on fait A appliqué à U. U est égal à l'intégrale sur oméga de grade U au carré, la définition,
Et là, on va utiliser le point carré. Donc, ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à... Bon, on peut peut-être diviser ça en deux. Donc, une demi gradient. OK, plus une demi carré. Et là, on va utiliser une égalité de points carrés. Donc, ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à une demi fois une constante intégrale sur oméga de u carré. Donc là, on a une égalité de points carrés parce qu'on cherche la solution dans l'espace des fonctions à moyenne nulle. Donc en fait, si on impose carré, donc là, vous avez une égalité de points carrés. En fait, la norme u moins la moyenne de u, L2, est inférieure ou égale à une constante fois la norme L2 du gradient. Donc là, on cherche la solution dans l'espace de fonctions à moyenne nulle. Donc la moyenne de u donc c'est bon, on peut appliquer une égalité de points carrés. Donc en fait, vous pouvez appliquer les points carrés dans les cas suivants. Donc soit la moyenne de u est 0, soit la valeur de u est fixée quelque part sur le bord. D'accord? Donc, enfin, idéalement, c'est que u appartient à H1, 0. Mais en fait, vous avez une égalité de points carrés aussi pour l'espace où on fixe la valeur de u même en un point. Donc, ce n'est pas nécessaire de fixer u à 0 partout sur les bords. Il suffit de fixer ça en un Monsieur, pour point. la moyenne, il ne faut pas diviser par la taille de cardinal. Oui, oui. Et aussi, si Voilà. c'est fixé pas à 0, du coup, on doit faire moins la valeur sur le bord ou pas? Si la valeur fixée au bord n'est pas 0, est-ce qu'on doit faire la norme de u moins la valeur au bord ou pas? Non, non. En fait, ça doit... Oui, mais si au bord on n'est pas fixé à 0, ça marche plus. On peut plus le faire. Bon, ça, enfin, la valeur de u doit être fixée à 0 quelque part sur le bord. Pas D'accord. forcément partout, mais... enfin, il suffit de fixer u en un point. Donc, donc eh ben, on va écrire ça. Donc, si u sur gamma d est égal à 0, donc gamma d bah, appartient à gamma, c'est une partie de bord. Donc, dans ces cas-là, vous avez une égalité de points carrés suivante. Donc, il n'y a pas de moyen de u. Donc, en fait, il suffit de fixer u quelque part sur le bord. Ou pas forcément sur le bord, en fait, quelque part dans le domaine de calcul dans oméga, parce que
en fait, ça, c'est pour... parce que là, vous pouvez décomposer chaque fonction comme une somme de la fonction à moyenne nulle plus une fonction constante. D'accord? Donc, si on impose la valeur de u à 0 quelque part, donc on force cette constante à 0. Bon. Donc, en tout cas, vous pouvez... il n'y a pas d'inégalité point carré dans l'espace H1 entier. D'accord? Mais dès que vous supposez que la moyenne de U est égale à 0 est fixée quelque part sur le bord, vous pouvez utiliser cette inégalité des points carrés. D'accord? Si la moyenne n'est pas 0 et U n'est pas fixée nulle part, donc là, il faut utiliser cette inégalité, mais ça, c'est assez compliqué. Donc, du coup, on cherche la solution dans l'espace des fonctions qui sont à moyenne nulle. Donc là, vous avez votre inégalité des points carrés. Donc ça, c'est donc supérieur ou égal à une constante C tilde fois la norme de U au carré H1 oméga. Donc ça veut dire que A est... Donc ensuite, on applique le théorème de l'axe Milgram. Et on a unicité, existence et l'unicité de la solution. Donc, ensuite, on va montrer que la solution de notre formulation de notre équation différentielle est aussi solution du problème des minimums suivant. Donc, déterminer U tel que... Monsieur, Oui, est-ce que pour elle, vous faites juste un Cauchy-Schwarz, c'est oui, l'inégalité de la trace? oui, Ok. oui, oui, exactement. Donc là, on fait la formulation du problème des minimums. Donc, déterminer U qui appartient à l'espace des fonctions à moyenne nulle, tel que J de U est inférieur ou égal à J de V pour toute fonction V qui appartient à l'espace V, donc l'espace de fonction à moyenne nulle, avec notre fonctionnel qui est défini par l'intégrale de oméga sur oméga de 1/2 grade V au carré moins F moins F V de X moins intégrale sur les bords de G V ds. Donc on va utiliser le fait que J a une fonctionnelle convexe sur l'espace V
et on va calculer la dérivée. Donc, la dérivée de j appliquée à u, donc c'est par. Donc, est-ce que vous savez comment calculer la dérivée d'un fonctionnel? Donc ça, on a déjà fait. Donc bon. C'est un fonctionnel de V, donc on dérive ça par rapport à V. Et on applique les résultats à U. Donc ça veut dire qu'on va voir que ça, c'est gradient V scalaire gradient U. Et gradient V, pardon. Et ça, c'est un point U. Donc gradient U scalaire gradient V moins FV moins intégrale sur G et sur gamma ds. Donc en fait, c'est la dérivée qui a appliquée à une fonction test V. Quelque chose que je comprends pas, du coup, qu'est-ce que c'est G de U? On a G de V, mais G de U, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir le lambda V au carré, on aura le lambda V point lambda U. Je Oui. comprends pas. Ça, c'est un fonctionnel. Mhm. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait dériver les fonctionnaires. Donc, comment on les fait? Ok. En fait, ce qui me perturbe, c'est que j'ai du mal à voir comment on passe du GV jusqu'au G' U fois V. G' UV. Mhm. Donc là, si vous avez un fonctionnel, le fonctionnel, il est défini par l'intégrale. Donc là, vous avez le fonctionnel JV qui vaut l'intégrale sur oméga de donc en fait, comment on définit un fonctionnel? Donc, Ah, c'était une question. oui. Donc en fait, on le définit par l'intégrale. Oui. Oui. Et c'est pas l'expression qui était en haut que JV égale à l'intégrale sur oméga de 1 demi du gradient de V au carré à moins F de V dx auquel on soustrait par l'intégrale que. Oui. Donc en fait, c'est un fonctionnel. Donc la dérivée de fonctionnel, elle est définie par l'intégrale.
Donc, donc on va noter cette dérivée comme G' calculé au point U, donc pour la fonction U, est appliqué à une fonction test V. D'accord, on considère Ouais. sa dérivée en fonction des distributions. Exactement, ça oui, oui, oui. Ah, d'accord. Là, enfin, la dérivée, c'est, elle est donnée par la dérivée par rapport à epsilon de votre fonctionnel qui est appliqué à la fonction suivante, donc U plus epsilon V plus, moins F fois U plus epsilon V. Donc ça, c'est la J' de U appliquée à V. Plus epsilon V, là, dx, moins G, l'intégrale sur gamma de G, U plus epsilon V, ds. Donc là, on dérive tout ça par epsilon. Donc là, on obtient que ça, c'est égal à donc, Je vois mieux. oui, donc voilà, si on calcule la dérivée, donc on obtient l'intégrale sur oméga de grade U plus epsilon V, scalaire grade V, moins F de V, parce que la dérivée de U, ça vaut 0. Et la dérivée d'epsilon V, ça fait, de la dérivée d'epsilon, ça fait 1. Donc là, il vous reste que V. Moins est pareil pour la deuxième intégrale, donc on reste sur gamma de G V ds et on prend la valeur pour epsilon qui vaut 0. Donc là, ça veut dire que ça tombe parce qu'on prend epsilon égale 0 et on obtient notre formulation variationnelle, donc l'intégrale sur oméga de grade U scalaire grade V moins fv dx moins l'intégrale sur gamma de gv ds. Donc là, dérivée. Ensuite, J est convexe. Donc ça veut dire que si J' de U, donc qui est égal à l'intégrale sur oméga de grade U scalaire grade V moins fv dx moins l'intégrale sur gamma de gv ds égale 0. Donc, ça veut dire que U minimise J.
sur notre espace V. Donc, ça veut dire que là, vous avez équivalence entre le problème du minimum et votre formulation variationnelle, parce que la dérivée de J en point U est égale exactement à votre formulation variationnelle. Donc, si on met ça à 0, bon, on obtient la formulation variationnelle. Donc, vous avez l'équivalence des problèmes du minimum et des formulations variationnelles. Et maintenant, comme la formulation variationnelle est équivalente à votre équation différentielle, donc là, vous avez équivalence entre et votre équation de départ. Donc, pour répondre à la question 4, donc on va utiliser le théorème des multiplicateurs de Lagrange. Donc, ce qui dit que, bon, si J est une fonctionnelle qui admet un extrême, donc un minimum, et un point dans notre espace en point pour la fonction U. En plus, si le fonctionnel est différenciable, bon, il est différenciable, on vient de calculer sa dérivée. Si donc on va peut-être écrire la formulation avec le multiplicateur de Lagrange. Donc on va commencer par oméga grad U grad V dx plus lambda oméga V dx, l'intégrale sur oméga df v dx moins plus l'intégrale sur gamma dg v ds. Donc on va mettre tout à côté gauche. Donc là, on va avoir l'intégrale sur oméga de grade U grade V moins F V dx moins intégrale sur gamma G V ds lambda intégrale sur oméga V dx égale à 0. Donc là, ça, on a vu que ça, c'est notre dérivée de notre fonctionnel U. Là, on peut dire que ça, c'est égal à lambda fois la dérivée d'un certain fonctionnel G prime. Et calculer un point U appliqué à V avec G de V qui est donné juste par l'intégrale par rapport à sur oméga de V, donc la moyenne. Donc maintenant, si vous dérivez ça, les fonctionnaires, c'est fonctionnel, donc ça veut dire que G' de U appliqué à V est égal à l'intégrale sur oméga de V dx, donc c'est la même chose. Donc là, vous avez
une équation avec des fonctionnels et ensuite on va utiliser le théorème des multiplicateurs de Lagrange que vous avez vu en cours pour dire que il existe un lambda tel que cette équation est vraie. Donc, ça veut dire, bon, si on peut écrire ici U et là, si U est la solution de notre problème, donc ça veut dire que J de U, c'est la solution, que U est également la solution de notre problème de minimum, donc J de U est égal à min, donc le fonctionnel J est différenciable en U et admet un extrême. C'est clair parce que c'est le minimum, donc en U, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Et des classes C1. Il est différenciable, c'est juste, bon, c'est juste l'intégrale de V, donc bon, c'est un fonctionnel qui est différenciable, donc il y a des classes C1, enfin, il y a des classes C1 partout, donc ça veut dire que aussi au voisinage de U. G prime V est surjectif. Ça c'est évident, comme la dérivée de G calculée en U appliquée à V, c'est juste l'intégrale de V, donc ça veut dire que c'est comparé. Pour voir ça, il suffit de prendre V une fonction constante. D'accord? Donc, comme ça, vous pouvez obtenir n'importe quel réel. Donc, G' de U est surjectif. Donc, ça veut dire que grâce des multiplicateurs de Lagrange, il existe lambda qui est dans R tel que votre formulation variation, enfin, telle que l'équation 1
vérifier. C'est que le problème est vérifié. Donc c'est juste l'application directe de notre théorème. Donc, là, on a vérifié d'abord toutes les conditions. Donc on a regardé notre problème de minimum, notre fonctionnel. G, on a vérifié que G' de U, c'est subjectif, donc on peut appliquer le théorème des multiplicateurs de Lagrange. Ça veut dire qu'il existe un lambda tel que votre équation est satisfaite. Okay. On va passer à l'exode 2. Donc, c'est toujours le problème de Neumann. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Enfin, plus en détail. Donc là, on va poser V comme l'espace qui fonctionne, qui sont H1, oméga A moyenne nulle. Bilinéaire AUV, comme d'habitude, l'intégrale sur oméga de gradient U scalaire grade V. Une forme bilinéaire B qui est donnée par l'intégrale de V multiplié par un scalaire lambda. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore la forme binaire L, donc les secondes formes du système, donc l'intégrale sur oméga df v dx plus l'intégrale sur gamma de g v ds. Donc on va supposer que la condition de compatibilité est vérifiée. Donc on va supposer df sur oméga moins l'intégrale sur gamma de g ds est 0. Et on va considérer les problèmes avec le multiplicateur de Lagrange, donc la forme bilinéaire AUV, plus la forme bilinéaire B appliquée à V lambda égale L de V, et la deuxième équation, B appliquée à U mu égale à M mu. Donc, ça c'est pour toute fonction test V dans l'espace V. Et là, pour toute fonction test mu qui appartient donc on va supposer que notre équation là, avec multiplicateur de Lagrange, admet une solution unique. Et lambda qui appartient à l'espace H1 oméga fois
R. Donc, on va supposer que ce problème-là admet une solution unique. Donc, quelle est l'équation dérivée partielle vérifiée par U dans oméga? Donc là, il faut intégrer cette équation par partie. Donc, vous obtenez les conditions limites, l'équation différentielle. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que vaut lambda? Je suppose qu'il faudrait retourner en arrière et transformer en équation plus classique, là, en même temps variationnelle. Oui, Le donc but, là, c'est d'avoir une expression qui va dépendre, qui va, qui va dé- où, en fait, la seule chose qui dérange un peu, c'est qu'on a, dans la première forme, dans le A, dans le A de UV, on a quelque chose qui est exprimé pas directement en fonction de V, mais en fonction de son gradient. Il faudra le transformer par une formule de Green pour revenir sur une expression de la une expression qui dépend de U, auquel on applique directement à V. mhm. Et du Donc là, si on intègre ça par partie, donc on obtient que l'intégrale de moins Laplacien U plus l'intégrale lambda fois l'intégrale de V est égal à l'intégrale de F V sur oméga avec la dérivée normale de U de n qui vaut G sur les bords. Donc l'intégration par partie vous donne déjà les conditions limites pour la fonction U. Donc la deuxième équation, ça vous donne que mu l'intégrale de V mu, donc là, ça on peut simplifier par mu. Donc là,
On suppose que la moyenne de V, pardon, ça c'est U, est égale à M. Et si on regarde la formulation variation scalaire grade V plus l'intégrale lambda, l'intégrale de V est égale à l'intégrale sur oméga de FV plus moins plus l'intégrale sur gamma. Donc là, on va poser V qui vaut 1. Donc ça veut dire que on ne va pas avoir la première équation, l'intégrale, la première intégrale va disparaître et on va avoir lambda fois l'intégrale de 1 sur oméga, donc OK, égale à intégrale sur oméga fv plus l'intégrale sur gv. Mais on a supposé que ça c'est 0. Donc 0. Donc, ça veut dire que, en fait, vous avez votre formulation variationnelle après intégration par partie. Donc, moi, on a placé une U V égale à l'intégrale sur oméga df V. Donc, ça veut dire que moi, on a placé une U dans oméga avec de U sur dn qui vaut G sur gamma. En fait, si vous regardez cette relation-là, donc la formulation variationnelle avec le multiplicateur de Lagrange. Donc là, on a démontré. Non, Lorenzo, je ne sais pas, je pense que non. Je viens de voir la question. Enfin, en fait, Lorenzo démontre s'il aura des multiplicateurs de Lagrange au contrôle terminal. Mais celui, ça va être basique, hein, donc ça ne va pas être compliqué. Donc, si on regarde cette formulation-là, donc là, vous avez vu, enfin, on a démontré dans l'exemple 1, que ce problème-là admet une solution unique. OK? Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écrivez vous obtenez une matrice qui est inversible. Bah, c'est évident, n'est-ce pas? Donc, l'inversibilité de cette matrice ne dépend pas de ses comptes membres. Pourtant, on a vu que notre équation de
de Neumann admet une solution si la condition de compatibilité est satisfaite. Mais la condition de compatibilité dans notre système linéaire concerne que les seconds membres. Donc, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas satisfaite? Donc, en fait, là, vous avez une matrice qui est toujours inversible. Et là, vous avez le second membre qui ne satisfait pas cette condition-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la solution existe ou pas? Donc, en fait, oui, on peut trouver une solution de ce problème-là, mais ce n'est pas la solution de notre problème de départ. Donc, ça veut dire qu'on va trouver une solution d'un autre problème où la condition de compatibilité est satisfaite. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, notre lambda va être égal, l'intégrale, ça ne va pas être égal à 0, mais ça va être égal à l'intégrale de fv plus l'intégrale gv sur gamma, tout ça divisé par la taille de notre domaine. Ou, par exemple, si on impose les conditions de type homogène, donc si on met G égale tenir la solution du problème moins la Laplacienne U égale F moins la moyenne de F. Donc, notre méthode numérique va marcher, mais elle ne va pas donner la solution de ces problèmes, parce que la solution de ces problèmes n'existe pas si F et G ne vérifient pas la condition de compatibilité. Bon. Donc, la question 2. On a notre forme bilinéaire B. V lambda qui est donné juste par l'intégrale de lambda juste par lambda fois intégrale de V de x. Donc, il faut montrer bilinéaire sur l'espace x fois m dans R. Avec m qui vaut R et x qui vaut L2. Parce que là, il n'y a pas de dérivée, donc ça veut dire que c'est une forme qui est... Monsieur, définie. Oui. Pardon, je n'ai pas compris la première ligne, en fait, quand vous mettez le Laplacien. Ici. Ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est juste l'intégration par partie. D'accord, vous intégrez, Oui. d'accord, et vous faites green après. Oui, je fais green dans le sens inverse, donc Ok, et ça Et, nous impose les conditions sur la dérivée également. ça marche, ok, merci. Donc là, on prend x égale à L2, t oméga, m égale à R. Bah, B, c'est une forme binaire, c'est évident. On ne va pas les montrer. Bon, on va montrer que c'est une forme qui est continue. Donc, B, V lambda est égal à lambda fois oméga V de x. Donc, ça, c'est inférieur ou égal
à la valeur absolue de lambda intégrale sur oméga dx. Et ça, par Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de lambda fois, pour une constante, fois U L2 oméga. Donc là, en fait, on utilise le Cauchy-Schwarz pour cette intégrale-là. Donc là, on peut même introduire la valeur absolue à l'intérieur, parce que là, on a une chaîne d'inégalité. Donc là, ensuite, sur cette fonction-là, on applique les Cauchy-Schwarz. Donc ça nous donne une constante qui est liée à la taille de oméga, dans la norme L2 de U. Donc ça veut dire que B est continu. Parce que là, vous avez une norme L2, et là, la valeur absolue, c'est la norme de R. Donc là, on va opérateur B tel que BV lambda est égal à produit scalaire de BV lambda produit scalaire de M. Donc, ça veut dire M. Okay. Et on veut déterminer l'opérateur adjoint de B. Donc, il est par définition, il est égal à produit scalaire de B adjoint appliqué à lambda dans l'espace X, donc dans l'espace L2. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à, et ça doit être égal à l'intégrale de V lambda de X. Donc, ça veut dire que B étoile, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'identité. Donc, en fait, ça transforme M dans l'espace dual de X. Donc, c'est-à-dire ça transforme chaque constante, chaque réel, en une fonction qui est constante dans oméga. Et on peut dire que B, c'est juste l'identité. Donc la question quoi? Il faut montrer que l'opérateur B qui est donné par juste l'intégrale de V, dx est surjectif. Donc ça veut dire que, bon, on peut dire que pour tout x, enfin on va dire pour tout m qui appartient à m, qui vaut R, il existe V qui appartient à l'espace L2, oméga, donc ça veut dire dans notre espace X, tel que M est égal à
B appliqué à V. Donc, c'est-à-dire on peut prendre comme V, par exemple, la fonction M divisé par oméga. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, on a B appliqué à M sur oméga de M sur oméga dx. Bon, ça c'est égal à M fois oméga sur oméga est égal à 1. Donc, B est surjectif. Donc, B étoile qui vaut identité. Donc, ça veut dire que B étoile est injectif. Bon. Bon, il n'y a rien à vérifier ici. Donc, maintenant, on va déterminer l'ensemble V0. Donc, pour l'appel V, c'est un espace de fonctions A. Des fonctions qui sont H1 moyenne nulle. Donc là, on va déterminer l'espace orthogonal au noyau de V0. Donc, par définition, V0, c'est l'espace de toutes les fonctions f qui appartiennent à l'espace dual à x, tel que les produits scalaires f(v) est égal à 0 pour toute fonction v qui appartient à v. Donc, ça veut dire que f, en fait, c'est quoi comme fonction? Donc, si vous voulez avoir les produits scalaires entre f et v qui vaut 0 pour toutes les fonctions v qui sont à moyenne nulle, donc il faut que f soit une fonction qui est constante. Donc, ça veut dire que V0 est égal à f qui appartient à x', tel que f est égal à une constante. Donc, ça veut dire que en fait, c'est un ensemble de réels. Donc là, on a B qui est B étoile, donc l'opérateur adjoint à B qui est égal à l'identité. Donc, ça veut dire M est un isomorphisme de M sur B0, donc l'espace orthogonal à V.
Donc là, on peut dire que l'image de, si vous voulez, l'image de B étoile est égale à V0. Parce que B étoile est définie sur l'espace M, donc c'est-à-dire pour tout réel. Donc là, c'est évident, hein, qui contient les fonctions qui sont constantes. B étoile, c'est juste l'identité, donc ça veut dire que B étoile, c'est un isomorphisme. En fait, les deux espaces sont exactement les mêmes. Donc. Donc, ça, en plus, vous dit que, en fait, chaque fonction L2 admet une décomposition orthogonale en fonction qui est à moyenne nulle et une fonction qui est constante sur oméga. Donc, la question 4. Montrer qu'il existe UM qui appartient à X tel que B appliqué à UM égale M. Et ensuite, on va montrer, donc on va procéder après. Donc, là, on sait que B est surjectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que oh, M qui appartient à l'espace M il existe une fonction dans l'espace X il est N'. Mais donc, pour tout M qui appartient à M', il existe UM dans X tel que B appliqué à UM est égal M, parce que B, c'est un opérateur qui est surjectif, donc il couvre tout l'espace M'. Donc l'espace duel à M. Donc ensuite, on considère le suivant, donc déterminer U0 dans l'espace V, donc l'espace des fonctions à moyenne nulle, tel que A appliqué à U0 V est égal à L, notre forme binaire, donc le second membre LV, moins la forme binaire A appliquée à UM V, et ça c'est vrai pour toute fonction test qu'on prend dans l'espace grand V. Donc là, à droite, vous avez une forme qui est linéaire et continue. Donc, la forme A, linéaire A, elle est continue. En plus, quand on fixe le premier argument à UM, donc ça devient une forme qui est linéaire. Elle est linéaire en V. Donc là, à droite, vous avez une forme linéaire qui est continue. Et à gauche, vous avez la forme bilinéaire qui est continue et coercive.
dans l'espace. Donc, ça veut dire que les problèmes admettent une solution unique grâce au théorème de l'axe milligramme. OK. Donc, ça veut dire que là, on a une solution unique et on va poser une nouvelle variable, donc U tilde, qui va maintenant plus U0. Donc, c'est-à-dire on décompose U tilde en une somme de U0. Donc, la solution de ces problèmes est, qui est unique, est UM. Donc, évidemment, UM n'est pas unique, mais cette décomposition, en fait, bon, le choix, enfin, le U0 dépend de notre choix de UM. Donc, on va maintenant montrer qu'il existe lambda dans M, tel que la forme bilinéaire B appliquée à V lambda est égale à la forme linéaire L appliquée à V moins la forme bilinéaire A appliquée à U tilde et V. Donc là, on va réécrire notre équation. Donc là, on va dire qu'en fait, on a AU0 plus UM en V égale à LV. Donc, c'est rien que U tilde. Donc, on va avoir A U tilde l'autre côté, peut-être, on va voir que 0 est égal à L dV moins A U tilde appliqué à V. Donc, ça veut dire que là, on a quelque chose et ça c'est vrai pour tout V qui appartient à l'espace V. Donc, ça veut dire que L moins que A U tilde, donc A c'est un opérateur qui est associé à la forme binaire A, appartient au noyau, enfin, à l'espace orthogonal, enfin AV. Parce que enfin, la définition est suivante. Donc, l'espace orthogonal AV contient toutes les fonctions f telles que le produit scalaire f(v) est égal à 0. Donc, ça veut dire que L moins A tilde U appartient évidemment à V0. Donc, ensuite, on va utiliser l'effet que B, l'opérateur adjoint à B, c'est un isomorphisme, voilà, parce que c'est l'identité. V0. Bon, ça c'est évident parce que M et V0, en fait, ce sont exactement les mêmes espaces. Donc, et comme B c'est l'identité, enfin B étoile c'est l'identité, donc
là, on n'a rien à faire. Donc, ça veut juste dire que, bon, en fait, image de B étoile est égale à B0. Bah, c'est identité, donc il n'y a pas de magie. Donc, et ça veut dire, parce que ça, c'est une isomorphie, il existe un lambda dans notre M, donc dans ces cas-là, dans R, tel que B étoile appliqué à lambda est égal à L moins A appliqué à U tilde. Donc, ça veut dire que B, par définition, BV lambda est égal à LV moins A V. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé la solution. Donc, U tilde lambda est solution de notre formulation avec des multiplicateurs de Lagrange. Avec de Lagrange qui dit déterminer U lambda qui appartient à H1 tel que pour toute fonction test V mu qui appartient au même espace H1 R, on a AU V plus B V lambda égale à L V et la deuxième équation B U mu égale N fois mu. Donc là, on obtient l'existence de la solution. Donc, ce qui nous reste, c'est de démontrer l'unicité. Donc, pour le faire, on va supposer qu'en fait, on a deux solutions qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va dire que soit U1 lambda 1 et U2 lambda 2 solution de notre formulation avec des multiplicateurs de Lagrange. Donc, on va poser soit U' égale à U1 moins U2 et lambda prime égale à lambda 1 moins lambda 2. Donc, on écrit, on injecte U1 dans cette équation-là, et lambda 1. Ensuite, on injecte U de cette équation-là, et ensuite, on soustrait les deux équations. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a A U' V plus B V lambda prime est égal à 0 et B U' mu est égal à 0.
Donc, là, il suffit de choisir V qui vaut U' et mu qui vaut lambda prime. En fait, ça, c'est pour annuler ces deux termes. Donc là, si on prend mu égale à lambda prime, on peut soustraire ça. Donc on va savoir que ce terme-là vaut 0. Donc, on obtient que AU' U' est égal à 0. Donc, ça veut dire que U' égale à 0 parce que la forme binaire A est coercive. Donc, on obtient que donc ça veut dire que U' égale à 0, donc ça veut dire que U1 égale à U2. Donc, ça veut dire que U1 égale à U2. Donc, on revient maintenant à notre formulation variationnelle. Donc, pour montrer que lambda est aussi unique, donc il faut montrer que lambda prime est égal à 0. Donc, A U prime Donc là, avec la première équation, on a que P étoile appliqué à lambda prime est égal à 0. Mais B étoile est une quantité. Donc, ça veut dire que lambda prime égale à 0. Donc, ça veut dire que lambda 1 est égal à lambda 2. Donc, on a l'unicité de la solution. Bon, est-ce que vous avez des questions?
Donc, l'exo 3, donc dans l'exo 3, il s'agit d'un problème avec des conditions de type Dirichlet non homogène où on les impose en utilisant les multiplicateurs de Lagrange. Donc, l'exo 3, c'est en 1D et l'exo 2D. D'accord? Mais enfin, normalement, on ne fait pas de ça. Donc, si vous avez des conditions de type Dirichlet non homogène, on fait le relèvement. On n'applique pas de multiplicateur de Lagrange parce que ça, c'est une artillerie qui est un peu trop lourde. Donc, on peut faire ça un peu plus simplement. Donc, non, on va pas les faire. De toute façon, ça ne sera pas au contrôle. Donc, sur le TDM, sur les cours. Du coup, l'essentiel de la partie théorique qu'on aura vu avec vous, c'est tout ce qui est passage entre équations différentielles et sous forme différentielle et sous la forme variationnelle des équations Oui. et déterminer selon le théorème ou encore avec le théorème avec un cas plus général avec le A et le B, c'est ça? Oui. Oui, oui, on peut assumer ça comme ça. Donc, la partie théorique, c'est toujours un passage entre l'équation différentielle et la formulation variationnelle, et ensuite l'application de l'axe Milgram pour démontrer l'existence et l'unicité de la solution. Et après, il faut aussi connaître la méthode de l'élément fini. Donc, ça veut dire il faut connaître les fonctions chapeau en 1D. Mais bon, il faut savoir calculer la matrice élémentaire, il faut savoir calculer la matrice globale du problème. Je vais peut-être mettre un exo où il faut la matrice du problème, ou enfin la matrice élémentaire. Parce que Oui, ça, c'est c'est quand même c'est la cœur des méthodes de l'élément fini. Hein. Donc, la matrice élémentaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. est-ce qu'on est d'accord que si on a la matrice globale, du Oui. coup la matrice élémentaire, ça va être les deux termes de la diagonale, du coup 2 fois les mêmes, et après... Divisé par 2, en général. Ah oui, d'accord. Ok. Divisé par 2, en 1D. Ah ouais, je vois. Oui. Et sinon, le terme qui est en haut à droite, enfin, oui, c'est ça, en haut à droite et en bas à gauche, est-ce que c'est les mêmes termes que celui de la matrice ou pas? Oui, Le oui. global. Ça, après, ça dépend. En 1D, oui. En 2D, non. Ok. Et parce que si vous voulez, je comprends bien comment calculer la matrice globale, mais la matrice élémentaire. Donc, oui, vous pouvez regarder sur Moodle, j'ai mis quelques notes pour expliquer un peu les codes. Ok. Dans le code. Donc, Ok, là, ça marche. Je regarderai ça. oui, j'explique la matrice élémentaire parce que
Ouais, Tout est je me sur la matrice élémentaire. je me souviens de quelle feuille c'est. Donc après, si vous avez des questions avant l'examen, vous pouvez me poser, enfin, les poser par mail. Si vous voulez, on peut faire un Zoom. Si vous le souhaitez. Donc, enfin, si vous avez aussi des questions sur le projet, bon, on peut faire un Zoom pour discuter un peu. Du coup, on peut vous envoyer un mail et on tient un rendez-vous pour ça. Oui, si vous voulez. Ok, super. Ok. Donc, vous terminez vos cours aujourd'hui? C'est le dernier cours de ce semestre, c'est ça? Oui, Oui, ça veut Ouais. dire qu'ensuite, on va avoir tout notre temps pour pouvoir s'occuper de nos projets et de nos révisions pour les examens finaux. Oui. Donc, après, vous commencez les stages. Oui, 19 avril. 19 avril. Tout le monde a trouvé un stage ou... J'ai trouvé un stage, j'ai demandé de créer une convention sur Postal Réseau et il est en cours d'approbation. Ah, d'accord, oui, enfin, pour sa raison, pour sa raison, elle était en panne. Donc je crois qu'il y a du monde dans la classe, presque la moitié de la classe qui n'a pas trouvé de stage toujours. c'est beaucoup, hein. Mais vous avez, vous avez quoi? Oui, Donc, vous pouvez, oui, donc vous avez quand même un peu de temps, parce que ça doit se terminer quand? En septembre. je crois que c'est le 1er septembre la soutenance de stage. La soutenance. Enfin, mais ouais, si vous ne trouvez pas, bon, je pense que vous pouvez commencer un peu plus tard et terminer un peu plus tard les stages. Si vous terminez, je pense que si vous terminez en octobre, ça ne sera pas grave. On peut toujours décaler la soutenance. Cette année, avec cause du Covid, bon, c'est pas simple, c'est compliqué. Mais la moitié qui n'a pas trouvé de stage, c'est beaucoup. Hein. Donc ça veut dire que la situation est difficile hein, dans les entreprises, dans les marchés. Est-ce qu'il y a beaucoup qui cherchent l'alternance pour l'année prochaine ou... Beaucoup, je sais pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui cherchent. Il y avait, je crois lundi, il y avait une réunion avec une espèce d'after work sur l'alternance dans une entreprise. Euh, ouais, oui, enfin, oui, j'ai vu. Enfin, ok. Oui, mais c'était organisé quoi? Par la Je crois que c'était une Banque banque. Populaire, c'est ça? Ouais, je crois que c'était. Ouais. Ouais. Ouais, ils cherchent plutôt enfin, un informaticien. Mais apparemment, nous, on Ouais. serait Ah qualifiés non? pour faire de l'informatique aussi. Oui, enfin, même. Après, s'ils cherchent quelqu'un qui est spécialiste de la sécurité, donc c'est cybersécurité, bon, c'est pas vous. Hein. Je sais pas en fait Oui, oui, qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais... Mhm. Bon, donc, bon, si vous n'avez plus de questions, hein, on va terminer. Donc, je vous souhaite très bonnes vacances. Profitez un peu. Hein. Merci, Et au revoir. on se voit en examen. Au revoir. Au revoir. Au revoir.